Alors, je suis Raphaël Fabry. Mon emploi principal, c'est maître de conférence en école d'architecture, plus spécialement l'école d'architecture de Paris-Belleville, dans le 19e. Je suis dans le champ des sciences et techniques pour l'architecture, responsable de l'enseignement de la géométrie en particulier. Depuis 2016, et après 9 ans de travail en bureau d'études, j'ai monté mon agence d'ingénierie structure et façade, avec ma formation d'architecte et d'ingénieur. Start it up. Le métier d'architecte, en fait, il naît historiquement de cette séparation entre la personne qui prescrit pour la construction et la personne qui exécute. La figure de l'architecte s'est vraiment imposée de cette manière-là. Il n'y a pas de transcendance du métier de l'architecture. C'est seulement que la figure de l'architecte a été privilégiée à partir du Quattrocento en Italie, et puis après c'est diffusé dans d'autres pays. Certains pays n'ont pas de figure d'architecte, enfin, parfois appellent architecte une figure qui n'est pas vraiment une figure d'architecte, et donc ça naît vraiment de cette séparation entre la personne qui prescrit et la personne qui exécute. Et le client a besoin de quelqu'un qui l'aide à concevoir son bâtiment, parce qu'il n'est pas sachant a priori, pour concevoir son bâtiment qui soit indépendant de la réalisation et qu'il fasse ses intérêts. Donc c'est une profession qui à la base est au service du client. Partant de là, on sait que l'architecture est le premier art dans la classification des arts selon les Grecs. Ça reste également une discipline artistique. Donc il y a une part de l'architecture qui est dédiée à ce que les personnes cherchent dans l'art. Donc là-dessus, chacun cherche différentes choses dans l'art. Je pourrais répondre par rapport à moi-même, mais je sais que c'est une pure construction sociale. Moi je recherche que l'art me procure des sensations. En ce sens, je suis très proche de la définition de Léon Tolstoï, c'est-à-dire que tous les hommes sont capables de ressentir toutes les émotions, mais tout le monde n'est pas capable de les transmettre. Donc d'un point de vue artistique sur l'architecture, je recherche une architecture qui me provoque à moi des sensations, étant bien conscient que ces sensations, elles me les provoquent à moi, elle n'est pas obligatoirement obligée de les provoquer à d'autres personnes, ça dépend de la complexion de chacun. Et il ne faut pas oublier le premier point que j'ai évoqué, qui est à la base une profession au service du client. Et cette contradiction que les architectes sont amenés à gérer dans leur métier. Alors, architecture, profession pour les autres ou profession pour soi? Pas oublier, je suis dans philosophie très matérialiste, donc pas oublier que c'est une profession soumise aux lois du marché. Donc l'architecte ne peut pas être à 100% pour les autres. On n'est pas une profession qui est totalement déconnectée des lois du marché. Donc il doit y avoir forcément, même si c'est une profession, comme je viens de le dire, qui doit être au service des autres, il y a toujours une part qui doit être pour soi. Parce que si l'agence d'architecture est incapable de survivre, eh ben, ce sera très bien de s'être dévoué aux autres, mais elle disparaîtra. Donc c'est un peu en pure perte. Donc il ne faut pas être ingénu. Il y a une part de toute façon de la profession qui est pour soi, pour la survie même de l'agence, mais ça reste quand même une profession qui doit rester orientée pour les autres. Dans la loi de 1977 en France, il est fait état que l'architecture est d'intérêt général. Bon, cette question est quand même fondamentale, très peu traitée en école d'architecture, hein, et dans la profession même, hein, on ne parle pas de l'intérêt général. Hein. Et c'est à mon avis une question qui est vraiment fondamentale, qui est une question qui doit être travaillée. Il n'y a pas de réponse absolue. La question de l'intérêt général est tellement complexe. Les philosophes se sont cassés les dents sur cette question. C'est une question qui se travaille en permanence. Il n'y a pas une réponse absolue et définitive sur le sujet.
ça se saurait. Et donc, je pense que c'est une question qui mériterait plus d'être travaillée en permanence dans ce qu'on appelle le champ de l'architecture, entendu au sens large. La notion qui me paraît le plus importante en architecture, c'est la curiosité. C'est, à mon avis, une des notions qui est le plus important. Il faut être curieux, questionner les choses, toujours vouloir découvrir de nouvelles idées, de nouveaux concepts, ne jamais rester sur ce qu'on sait déjà, ne jamais rester juste à l'utilitaire, se dire bah voilà, il n'y a que ça dont j'ai besoin de savoir et je ne vais pas aller voir ce qui se passe, la nouveauté, je ne vais pas aller voir ce que pensent les autres. Donc il faut à la fois être curieux, parce que l'architecture couvre de nombreux champs disciplinaires, donc il faut être curieux des autres champs disciplinaires, donc avoir cet intérêt pour les autres champs disciplinaires, et cet intérêt pour la nouveauté, très important face aux nouvelles technologies, aux évolutions, surtout en ce début du XXIe siècle où les évolutions techniques sont très 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 importantes, de garder cette attitude de curiosité et de circonspection. C'est-à-dire à la fois être curieux, regarder la nouveauté, essayer de l'étudier, et en même temps rester assez circonspect, c'est-à-dire ne pas se jeter de manière aveugle dans la nouveauté, afin d'éviter deux attitudes opposées qui ont la même origine, qui est l'ignorance. Il y a deux attitudes face à la nouveauté quand on ne comprend pas. Soit on la rejette parce qu'on ne comprend pas, alors on dit c'est nul, je ne veux pas le savoir, soit on est fasciné. On est fasciné parce qu'on ne comprend pas, comme un tour de magie, on est totalement ébahi. Il faut éviter ces deux attitudes, cette attitude de rejet parce qu'on ne comprend pas et cette attitude de fascination parce qu'on ne comprend pas. Il faut avoir une attitude beaucoup plus rationnelle et rigoureuse, et aussi assez sensible, hein, pour avoir un peu parfois cette émotion de la découverte. Donc faut vraiment rester curieux et aussi circonspect sur la nouveauté. La première émotion architecturale, moi je m'en souviens très bien, c'était, je devais avoir entre 7 et 8 ans, c'est quand mes parents m'ont amené à Florence, et que j'ai vu pour la première fois le dôme de Santa Maria del Fiore de Brunelleschi, depuis le Piazzale Michelangelo, de voir vraiment ce dôme, ce terrible dôme, comme disait Alberti, posé sur la ville, avec une élégance dans la ligne, dans le dessin, et un côté énorme, gigantesque, posé sur la ville. Ça m'a fasciné, je suis resté commotionné par ce dôme. Et je me suis mis à le dessiner toute la soirée, j'étais mal, hein, parce que je n'avais pas trouvé la bonne proportion qui était aussi élégant que ce que je voyais, mais je suis resté totalement fasciné. Et c'est ce dôme qui m'a très largement orienté même sur les questions techniques en architecture. Parce que j'étais à la fois fasciné par le dessin, l'élégance de l'ouvrage, la dimension de l'ouvrage, mais également la prouesse technique. Il a été construit sans cintre, mon père me racontait toute la construction, toutes les histoires, et ça m'a fasciné pour la technique, et j'ai toujours voulu savoir, en lisant des livres, en me renseignant, comment ils ont fait. C'est toujours cette curiosité de comment ça marche, comment ils ont fait, de ne pas se dire bon bah ça existe, c'est mystérieux, bah, ça restera un grand mystère. Non, essayer toujours de comprendre les choses. Et donc ça m'a poussé naturellement vers les questions techniques, en plus d'une formation un peu scientifique. Et il y a eu d'autres commotions et émotions architecturales, hein. Je pense à la place du Capitole de Michel-Ange, je pense à Borromini à Rome, même à des constructions très contemporaines, hein. Même la gare de Satolas de Calatrava, je me souviens la première fois, ça m'avait ému. C'est contemporain, c'est un architecte qui existe toujours aujourd'hui, Santiago Calatrava. Il a fait d'autres ouvrages plus contestables, mais c'est aussi un ouvrage qui m'a beaucoup beaucoup ému. Il y en a beaucoup, mais j'aurais tendance à dire Rome, parce que autant il y a des villes qui s'intellectualisent, où on peut comprendre pourquoi quelque chose est
est beau, pourquoi quelque chose est fascinant. Rome, ça se vit. C'est vraiment quelque chose très phénoménologique, c'est vraiment quelque chose qu'on éprouve. C'est pas du tout quelque chose qu'on comprend intellectuellement. Quand j'ai lu des livres d'historiens de l'architecture qui s'ébahissaient sur la place du Capitole de Michel-Ange ou sur Borromini, qui disaient c'est génial, c'est génial. Moi, je lisais les livres, je n'avais pas encore vu les bâtiments, je ne comprenais pas. Je disais oui, je montrais les plans et je disais bah oui, il n'y a rien de génial là-dedans. Et quand on est dessus, on trouve ça génial. Il y a un ensemble de choses, de positions, de matières, Et Rome est une ville typiquement phénoménologique, à mon sens. Donc c'est une ville qui se voit là où Florence peut plus s'intellectualiser. Donc on peut, sans avoir jamais vu en vrai le dôme de Florence, trouver ça fascinant. On peut être fasciné par la Tour Eiffel sans jamais avoir vu de visu à la Tour Eiffel. Forcément, quand on la voit en vrai, c'est toujours un petit truc en plus. Donc tout doit être vu en architecture. C'est-à-dire que pour vraiment pouvoir juger d'une architecture, il faut l'avoir vue. Mais là, l'esprit, ce qui me vient, c'est plutôt Rome, comme ville vraiment phénoménologiquement, qui est à voir et qui ne peut pas se comprendre autrement. Le but, comment je conçois le métier? Donc j'ai une formation à la base d'architecte, puis après j'ai migré vers l'ingénierie, donc l'architecture ne m'a jamais réellement quitté. J'enseigne depuis très longtemps en école d'architecture. Ça ne m'a jamais quitté, cette question de l'architecture. Et pour moi, le rôle du technicien, en l'occurrence de l'ingénieur structure et façade, c'est d'essayer de rendre constructible l'intention de l'architecte. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le vrai fil rouge. C'est vraiment d'être au service. Le grand ingénieur Peter Rice, qui était l'ingénieur de Beaubourg, qui était un des fondateurs du bureau RFR, parlait de la stratégie du caméléon, de vraiment toujours coller à l'architecte avec qui il travaillait. Notre rôle n'est pas de questionner les intentions. Les intentions, c'est l'architecte qui prend sa responsabilité. Donc, on a une sorte de neutralité à avoir, de ne pas se poser de questions sur les intentions et d'essayer d'y coller. Bien entendu, on a une conscience politique, donc si certaines intentions étaient vraiment en contradiction avec nos valeurs, on n'irait pas. Mais globalement, sur le choix architectural, il faut être neutre. Sinon, on se pourrit la vie. Si on est toujours à questionner l'intention architecturale. On doit plutôt se dire, ok, c'est une donnée d'entrée, comme les données techniques. Il faut essayer de trouver la solution technique qui colle à l'intention architecturale. C'est ce qu'on essaye d'apprendre d'un point de vue sciences et techniques pour l'architecture dans les écoles d'architecture, c'est d'essayer de leur amener la capacité à choisir la bonne solution technique qui colle à leur intention architecturale. Alors, chez Atelier Masse, on est 3 associés. On a des compétences assez complémentaires en fait. Je pense que ça a très bien fonctionné parce qu'on était un peu à couvrir les différents côtés qu'il faut pour monter une agence, qui est à la fois la dimension technique, la dimension administrative, la dimension gestion d'affaires. On est tous assez complémentaires parmi les 3 associés. Ensuite, nos employés sont plutôt jeunes. On a une gestion, il n'y a pas de hiérarchie, parce qu'on est trop petit pour commencer à faire une hiérarchie. Et puis surtout, on est dans un domaine où l'autorité se fait par la compétence. C'est-à-dire que même si un de mes employés me dit ah mais non, mais techniquement on ne peut pas faire ça, j'ai lu dans la documentation machin qu'on ne peut pas faire, bah, c'est lui qui a raison. Je ne suis pas omniscient, donc on est dans un domaine où l'autorité se fait par la compétence. Naturellement, en tant qu'associé fondateur, on a un rôle prépondérant dans la gestion d'affaires, au sens où on peut négocier avec le client des délais, négocier une organisation, des documents à rendre ou à ne pas rendre directement avec le client, ce que nos employés ne peuvent plus difficilement faire.
Et puis on a beaucoup plus d'expérience dans la gestion d'affaires, c'est-à-dire qu'on peut leur dire, là fais attention, là quand tu as cette réunion, prépare-la de telle et telle manière. Avec l'expérience, on commence à être un peu plus roublard sur certaines gestions dans certaines réunions. C'est un métier qui demande beaucoup de gestion du facteur humain. C'est-à-dire, quand je dis roublard, c'est pas au mauvais sens du terme, c'est pas du tout d'arnaquer les personnes en face, mais c'est de les amener à travailler dans la bonne direction. Et il est toujours préférable, face à une entreprise, pas de considérer sa compétence a priori, de ne pas la juger comme un ennemi a priori, hein, parfois ça se passe mal, mais de gérer les entreprises en les créditant d'intelligence et en respectant leur travail, en essayant toujours de comprendre leur travail, même si on ne sait pas répondre à leurs questions, on peut essayer de comprendre leurs problèmes, même si on n'est pas capable, nous, d'y répondre. Et de les écouter, de les considérer, de ne jamais les humilier, surtout face aux autres. L'exemple que je donne fréquemment, c'est qu'en chantier, quand un travail est mal fait par l'entreprise, ça arrive, hein, même de bons ouvriers, ça arrive qu'ils fassent mal le boulot, c'est d'abord de discuter directement avec l'entreprise, lors de la visite préalable à la réunion, où on va sur le chantier, on voit l'état d'avancement. Lors de cette visite, on parle à l'entreprise et on la prend à part, et on dit tu es d'accord quand même, c'est pas très bien fait, est-ce que tu pourrais me le refaire? Tu le prends, gentiment, beaucoup plus que de l'annoncer et d'humilier l'entreprise face aux autres entreprises en réunion devant tout le monde. C'est beaucoup plus facile d'avoir d'abord pris à part et lors de la réunion de chantier lui dire comment c'est dit, est-ce que tu peux reprendre cet ouvrage? Ça passe beaucoup mieux que devoir humilier. L'humiliation est toujours un trop. Il n'y a pas besoin d'humilier quelqu'un. On doit toujours, même si c'est quelqu'un qui n'a pas fait du bon boulot, il pourra toujours saboter le travail après, donc il vaut mieux respecter ses interlocuteurs, quels qu'ils soient, et toujours essayer de comprendre quel est leur objectif, quel est leur intérêt. Essayer de se mettre à leur place pour pouvoir justement les amener, leur faire comprendre quelle est la direction à suivre, pour que le chantier se passe bien, dans l'intérêt de tout le monde. Quand le chantier se passe bien, tout le monde est content. D'habitude, la gestion client est gérée par un des associés qui gère l'interface avec les clients. Sur les petits projets, ça peut être un des employés qui gère avec le client, mais il y a une personne. Il ne faut pas que le client ait 10 personnes à contacter. Il y en a une principale, il peut y avoir plusieurs personnes ensuite sur le projet. Ensuite, sur le projet lui-même, comment on traite le projet? Ce qui est très important, c'est, j'en reviens à cette question de l'intention architecturale. C'est très important de comprendre c'est quoi l'intention architecturale, quelle est l'image qu'on veut obtenir. À partir de là, il y a des solutions techniques. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on travaille beaucoup plus par analogie que par analyse. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on fait un projet, on ne fait pas une liste avec tous les requisites, et puis on choisit la solution technique, on élabore la solution technique qui remplisse ces requisites. On travaille beaucoup plus par analogie, en s'inspirant des projets qu'on a déjà faits, de projets similaires. Et c'est là où la dimension culturelle est très importante, c'est-à-dire d'avoir un background culturel qui nous permette de mobiliser des solutions techniques qui soient adaptées au projet. Plus on a de connaissances sur ce qui a déjà été fait par nous ou par d'autres personnes, plus on est efficace à apporter la bonne solution technique qui collera à l'intention du projet, à l'intention architecturale. La question ensuite de l'échange, je voudrais rentrer un peu dans le détail de chaque phase, mais globalement, c'est toujours dans la discussion, beaucoup dans le croquis, dans le dessin, pour essayer d'élaborer les solutions. Ensuite, bien entendu, on produit des plans numériques, produit des documents descriptifs type CCTP, ça pas de problème, on le fait, mais dans l'élaboration du projet, le dessin à la main est fondamental. L'élaboration des solutions techniques est absolument arrive souvent par un dessin manuel. Comme je dis souvent à mes étudiants, le dessin c'est vraiment le langage universel. Quand on fait un workshop à l'étranger,
je leur dis, vous voulez communiquer avec quelqu'un d'étranger, le dessin, c'est ce qui fonctionne le mieux pour transmettre une information. Et puis, voilà, on essaie de prendre en compte les intérêts de chacun, intérêts économiques, de savoir-faire, ne jamais essayer de pousser une entreprise vers un savoir-faire qu'elle n'a pas, toujours essayer de rester d'utiliser son savoir-faire au mieux. Si l'entreprise est nommée sur un projet, ça ne sert à rien d'essayer de la pousser à faire quelque chose qu'elle ne saura pas faire. Donc partir de ce qu'elle sait faire et élaborer la solution la plus proche du résultat qu'on voudrait obtenir. Quand on peut résumer l'idée en quelques traits, c'est que l'idée est très claire et très synthétique. Donc si on a besoin de beaucoup de traits pour expliquer une idée, c'est que c'est encore au stade complexe. Alors, qu'est-ce qu'un projet réussi ? De quel point de vue ? Il y a le point de vue réussi, on va dire, d'un point de vue par rapport, on va dire, à la société. Pour moi, un projet architecturalement réussi, c'est un projet où il y a eu une bonne alchimie entre l'architecte, les différents intervenants de conception, l'entreprise et le client. On pense souvent, à tort, que l'architecte est responsable de tous les choix de conception sur un bâtiment, ce qui est largement faux. Un bâtiment est une œuvre collective. L'architecte a sa part de responsabilité, mais n'est pas responsable de tout. Et de facto, dès qu'il y a un défaut sur un projet, on dit « Ah, c'est la faute de l'architecte », et quand le projet réussit, on dit « Ah, c'est grâce à l'architecte ». Or, la réalité est beaucoup plus complexe, comme dans d'autres disciplines, comme le cinéma. On parle toujours du réalisateur, mais on oublie que c'est quand même l'alchimie de beaucoup d'intervenants, un film réussi, dont les acteurs, dont le directeur de la photographie, dont plein d'autres intervenants. Et bien pour les bâtiments, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que un projet réussi, c'est un projet où il y a vraiment une bonne alchimie entre les différents intervenants. Parfois les planètes s'alignent, et ça se passe très bien. Et c'est là où sortent vraiment les très beaux et très grands projets. Ce qui ne veut pas dire forcément que le chantier était de tout repos. ça a pu ferrailler sévère, hein, mais il y a quand même une bonne entreprise avec un bon savoir-faire, un client éclairé, un architecte avisé, et des entreprises et des bureaux d'études ou des concepteurs compétents. De mon point de vue, pour moi, de mon point de vue en tant que bureau d'études, c'était un concept que j'avais donné à l'architecte anglo-tchèque Eva Jirichna, qui nous défendait parce qu'on n'avait pas été cité sur le projet de l'escalier de la Somerset House à Londres, qui est un musée impressionniste. On avait conçu un escalier en ductal sur 7 niveaux. Très bel escalier, un projet qui s'était très bien passé. Et dans un article, on n'était pas cité, l'entreprise et moi qui étais l'ingénieur d'exécution. Elle nous défendait, elle disait « Ah, il faut que vous soyez cité ». Et j'ai développé ce concept de ghost designer. Je disais que notre métier était vraiment réussi quand on ne voyait plus notre travail, comme un ghostwriter, qui est celui qui écrit pour d'autres personnes. Le ghost designer, nous en tant que concepteurs techniques, notre travail est vraiment réussi quand on ne voit plus la technique, on ne voit plus que l'architecture. C'est vraiment, à mon avis, la plus belle réussite. C'est-à-dire que si on voit des tubes, des poteaux, des poutres, on ne voit pas l'architecture. Quand juste on profite de l'espace, c'est vraiment le moment où le projet, à mon sens, est vraiment réussi. Un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire par rapport à cette idée du ghost designer, c'est de dire, sur un projet où j'ai eu un rôle très important, où j'ai fait une grande partie de la conception technique, qu'on me dise « Mais toi, t'as fait quoi là-dessus » Quand ça se produit, c'est que j'ai vraiment réussi. C'est-à-dire que, comme un tour de magie, on ne voit plus les subterfuges, on ne voit plus que l'architecture. Donc, ce compliment, qu'on me dise « Mais toi, t'as fait quoi sur ce projet ?» c'est paradoxalement quelque chose qui me fait assez plaisir. C'est mon côté homme de l'ombre.
Alors, quand on a démarré Atelier Masse, on avait déjà ce qu'on appelle un portefeuille de clients, c'est-à-dire qu'on était déjà connus, on avait beaucoup de clients qui nous appréciaient et qui sont venus vers nous et qui nous ont confié nos premiers projets. Le premier contractualisé était avec un ami architecte qui est venu vers nous, mais ça, on va dire que c'est le premier à avoir été contractualisé, mais il y avait déjà dans les silos des projets qui étaient en train d'être élaborés. Les premiers ont été plus de gré à gré, avec des clients qui nous ont passé des missions directement, petites au début, et puis progressivement de plus en plus grands. Les candidatures et les concours avec les architectes sont venus un peu plus tard. On était déjà dans le milieu, donc on s'y connaissait un peu. Donc on a eu très rapidement pas mal de projets. Donc vraiment le premier, on va dire l'affaire 16-001, donc 16 comme contractualisé en 2016, hein, février 2016, 001, la première est pas forcément représentative. Et puis il y avait d'autres projets qui étaient un peu menés en parallèle et qui n'ont pas été contractualisés forcément en premier. Vraiment d'anecdotes, il y a surtout la manière de trouver de nouveaux projets. Ça, c'est quelque chose qui est toujours très mystérieux en fait. Je suis sûr que tous les responsables marketing me diront le contraire, c'est pas mystérieux, mais je trouve que selon les milieux, c'est très différent. Ça dépend beaucoup des milieux dans lesquels on se situe. Et dans le milieu de la construction, entre le bouche à oreille et entre le fait qu'on rencontre, on connaît bien quelqu'un qui nous recommande à un ami ou une autre personne, entre le fait qu'on est très spécialisé dans les BFUP, donc on est souvent appelé pour les questions de BFUP, donc souvent c'est la porte d'entrée, entre le fait qu'on travaille en tant que bureau d'études à la fois pour les entreprises d'un côté et pour les architectes de l'autre. Beaucoup de nos clients architectes, on les a rencontrés parce qu'on était bureau d'études pour l'entreprise. Ils ont vu qu'on travaillait plutôt bien et on leur a dit, bah, nous, vous savez, on fait aussi pour les architectes. Et du coup, ils nous ont appelés pour être côté maîtrise d'œuvre, pour être de leur côté. Et puis, tous les aléas de la vie aussi. Hein. On rencontre des personnes. Certains nous cherchent, à mon avis, sur Internet. Ils tombent sur nous et ils tentent au hasard. Qui sait? Donc, j'aurais du mal à dire, en fait, quelle est la bonne méthode. Quelle serait la meilleure des méthodes dans le milieu dans lequel on se situe. Alors, définir la relation entre un bureau d'études et l'architecte, déjà il faudrait parler de l'émergence des bureaux d'études. À partir de l'après-guerre, ça existait avant, mais il y a eu une émergence des bureaux d'études. Il y a eu des tentatives que les bureaux d'études soient intégrés chez les architectes, mais ça émane d'une demande technique de plus en plus grande, dans laquelle on demande de plus en plus de technicité, de calculs complexes, là où une seule personne n'est plus seule compétente pour pouvoir gérer. Et donc, pour moi, le rapport, l'architecte doit centraliser toutes les hypothèses de conception, il doit être capable de comprendre, encore une fois, de comprendre les problématiques de tous ces bureaux d'études sans savoir y répondre. Et après, il a besoin de ces bureaux d'études pour avoir la réponse. Mais il doit pouvoir intégrer ces questionnements techniques. On demande des calculs thermiques de plus en plus pointus, des calculs structures de plus en plus détaillés. On demande, en fait, c'est l'émergence de cette demande de technicité supplémentaire a produit l'augmentation du nombre de bureaux d'études. Et l'architecte, lui, doit centraliser toutes ces questions, parce qu'il doit créer les arbitrages, parce que forcément, le bureau fluide, il a sa vision du monde, il ne s'intéresse pas à la structure, c'est rare. Le bureau structure, bah, lui, il met sa structure, il ne s'intéresse pas forcément au fluide. Et pour prendre cet exemple, il va falloir faire cohabiter les deux. Et ça, c'est le rôle de l'architecte. Il va trouver des arbitrages, proposer des solutions, sans forcément arriver à donner la bonne réponse à chaque question technique qui lui est posée.